Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de l'électrification du monde avec vous, Alexandre Cornu. Bonjour. Bonjour David. Gérant action thématique chez CPR Asset Management. Est-ce que c'est vrai de chez vrai qu'on vient d'entamer un nouveau cycle d'investissement en Occident inédit en matière d'électricité, d'électrification, d'électrons? Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai particulièrement dans deux zones, donc Amérique du Nord et Europe, en Occident donc, comme vous le disiez. Je vous dis ça parce que la demande d'électrons est stable depuis 25 ans. Donc il se passe vraiment quelque chose aujourd'hui? Aux États-Unis, pour prendre cet exemple, entre 2005, 2025, elle a cru de seulement 10%. Donc c'était effectivement atone, c'était moins finalement que la croissance économique. L'efficience, tout un tas de raisons expliquaient finalement qu'il y avait une très faible augmentation de la demande d'électricité. En revanche, à compter de l'année dernière, et pour différentes raisons sur lesquelles je vais revenir, aux États-Unis, il est prévu que sur les 20 prochaines années, elle croisse de 60%, donc de 3 à 5% par an. Ça ne paraît pas en soi un chiffre absolument extraordinaire. En réalité, ça engage derrière une mobilisation industrielle comme on n'a pas vu depuis des plans d'industrialisation qui rappellent ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. C'est absolument phénoménal. Aux États-Unis. Alors ça, c'est vrai aux États-Unis et ça commence également en Europe et pour des raisons différentes. Alors peut-être que je peux revenir sur ces raisons parce qu'effectivement, elles sont différentes dans les deux zones. Déjà sur les États-Unis, on imagine qu'évidemment que l'intelligence artificielle, les data centers, nécessitent évidemment d'être refroidis et donc il faut l'électricité, d'être alimenté en énergie, donc de l'électricité, c'est ça? Voilà, alors le refroidissement c'est une chose, mais l'alimentation pour commencer en est une autre. 30% de la consommation d'un data center c'est en refroidissement, le reste c'est pour alimenter tout simplement les serveurs. Et effectivement, ils sont très énergivores. D'ailleurs, c'est une bonne illustration, on exprime leur taille en capacité d'énergie qu'ils sont capables d'absorber. On parle de data center de 10 MW, de 100 MW et bientôt de 1 GW, voire 2 ou 3. 1 GW, c'est une centrale nucléaire. Exactement. C'est ce qu'il faut pour alimenter finalement une population de 1 à 2 millions de foyers. Vous voyez, donc c'est absolument considérable. En 2020, aux États-Unis, il y en avait 25 gigawatts. Pourquoi on l'exprime d'ailleurs en gigawatts et pas précisément pour ça, parce que c'est la meilleure illustration. Ils consomment tellement d'énergie que la meilleure unité de mesure, plus que le mètre carré, finalement les gigaoctets de données qu'on compute, eh bien, ça va être la capacité d'énergie qu'ils sont capables d'absorber. Parce qu'ils sont extrêmement énergivores. C'est 60% de leur coût d'exploitation. Et donc, il y en avait à peu près 25 gigawatts installés en 2020. Et c'est ce qu'il aura fallu aux États-Unis, ce qu'on aura installé donc en plus de 50 ans, depuis qu'on installe des centres de données. Et entre 2020 et 2030, enfin 2025 plutôt et 2030, on va en installer à peu près 100 à 150 gigawatts de plus. Wow. C'est les fameux investissements de ce qu'on appelle les hyperscalers, qui représentent des chiffres absolument vertigineux. Les fameux 750 milliards de dollars dont on parle. C'est quoi les hyperscalers? C'est les Google, les... Voilà, Meta, Microsoft, Amazon et Google, Alphabet. Ouais. Et à eux 4, 755 milliards de dollars d'investissement cette année. 40%, c'est pour le power, c'est les infrastructures énergétiques dont ils ont besoin pour être alimentés. Et l'année prochaine, ce sera 1000 milliards de dollars. Donc 100 à 150 gigawatts, si on l'exprimait justement en nombre de foyers qui peuvent être alimentés, c'est comme si la population des États-Unis allait passer en 5 ans de 350 millions d'individus à 500. Donc c'est absolument considérable. C'est des investissements derrière qui sont évidemment vertigineux. Et alors en revanche, en Europe, c'est d'autres dimensions qui vont être finalement les moteurs de l'accélération de la demande électrique. Moindre. Avant de parler des moteurs, pour le moment, pas dans les mêmes ordres de grandeur. Peut-être pas, on verra. Parce qu'il faudra aussi en installer. Il y a d'ailleurs eu un événement assez symbolique la semaine dernière au travers de la signature de SoftBank en présence de notre président Emmanuel Macron d'un engagement d'investissement qui porte sur des dizaines de milliards d'euros en raison du fait qu'on est exportateur net d'un électron décarboné grâce à ce parc de nucléaire que le monde nous envie. Et en Europe, la mobilisation, elle se fait en réalité après avoir connu 2 crises énergétiques successives à quelques années d'intervalle, en Ukraine d'abord, en Iran aujourd'hui, qui renforcent la nécessité d'indépendance énergétique et qui conduisent à une mobilisation vers l'électrification. Essentiellement via la voiture, les transports, la voiture électrique. Ouais. L'habitation s'est transformée, les chaudières au fioul en pompe à chaleur. C'est ça les besoins en électricité en Europe? Voilà. La nouveauté, le surcroît de demande. Absolument. La nouveauté étant que maintenant, ces équipements sont économiquement viables dans le sens où ils sont compétitifs. La meilleure illustration, c'est le véhicule électrique. Évidemment, c'est en masse la première électrification finalement d'un marché d'ampleur qu'on a connu. Au début, ça a été vraiment tiré par une volonté politique.
En pratique, aujourd'hui, on est en passe d'atteindre dans le véhicule électrique ce qu'on appelle la triple parité, c'est-à-dire que le coût de production d'un véhicule thermique est désormais équivalent à celui d'un véhicule électrique. On y est? On est pour ainsi dire, parce que le principal composant du véhicule électrique, c'est sa batterie, et le prix d'une batterie a baissé de 70% ces 5 dernières années. Donc on y est véritablement. Ensuite, c'est l'anxiété du consommateur qui pourrait dire oui, d'accord, mais son autonomie est faible, le temps de recharge est long. Oui. Avec les superchargeurs, en 10 minutes, on recharge 80%. Je fais l'article pour la véhicule électrique. On recharge 80% de la capacité de la batterie. Et aujourd'hui, les nouvelles batteries ont des technologies qui permettent aisément de faire courir plus de 500 km. Donc on est en phase de dépasser tous ces obstacles, ou psychologiques pour le consommateur, ou économiques pour le prix. Et donc, ça va naturellement, finalement, permettre de soutenir l'accroissement de la pénétration des véhicules électriques. La pompe à chaleur, ce sont des incitations, et les exemples de cette nature sont nombreux. La nouveauté, c'est que l'électrification ne se fait plus au travers d'un soutien, d'une volonté, mais de l'expression d'une demande à laquelle on répond avec des équipements compétitifs. Donc le marché, les lois du marché s'opèrent naturellement et ça donne vraiment beaucoup de visibilité à la croissance de tout le tissu économique concerné. Donc c'est surtout aux États-Unis qu'il y a une demande supplémentaire d'électricité, aussi en Europe, à un rythme moindre. La question, c'est de savoir si l'offre d'électricité va pouvoir suivre. Alors effectivement, ça c'est un enjeu absolument majeur, qui est absolument fascinant pour toutes les sociétés qui y sont exposées, parce qu'elles vivaient, comme vous le disiez, dans un environnement qui était atone, et en conséquence avaient des activités qui étaient parfois volatiles, avec des marges faibles. Et d'un seul coup, on fait appel à elles en leur disant on a besoin de vous tout de suite et en grande quantité pour les équipements que vous fournissez. Une illustration, c'est par exemple les turbiniers, les fabricants de turbines à gaz. Il y en a 3 principaux qui représentent 90% du marché, une aux États-Unis, GE Vernova, Siemens Energy en Europe, Mitsubishi Heavy au Japon, et ces 3 sociétés augmentent leur capacité de 40%, et elles sont finalement sold out, comme on dit, c'est-à-dire que leurs carnets de commandes sont pleins jusqu'en 2030, elles commencent à ouvrir des slots pour 2031 et au-delà. Donc, à côté de ça, doit se présenter tout un tas de solutions plus innovantes, complémentaires, pour adresser d'autres besoins, parce qu'aujourd'hui, les infrastructures sont, en plus de ça, inadaptées. Il faut générer de l'électron, mais il faut le transporter, le stocker parfois, le distribuer, et en conséquence, toutes ces chaînes de valeur créent des goulets d'étranglement parce qu'elles ne sont pas nécessairement prêtes, et il faut apporter des solutions innovantes et qui créent beaucoup d'appétit pour une multitude de technologies tout au long, génération, transport, stockage, distribution, comme je l'évoquais, avec des solutions matures, fiables, économiquement viables, compétitives, et ça permet aussi le financement de solutions extrêmement innovantes. Vous avez sans doute entendu parler du SMR, vous savez, ces petites tranches de réacteurs nucléaires de 200 MW, mais il y a aussi les piles à combustible. Il y a comme ça plein de solutions innovantes qui aujourd'hui trouvent un marché. Décarbonées, parce que tout à l'heure j'ai entendu turbine à gaz. Alors elles peuvent fonctionner d'ailleurs, et pour les nouvelles, avec un design agnostique gaz ou d'une molécule décarbonée qui pourrait être l'hydrogène. Mais à côté de ça, évidemment, dès lors que le besoin s'exprime dans une telle importance, on y répond avec la solution disponible. Donc celle sur laquelle on s'est jeté, ça a été d'abord, de manière assez navrante, réutiliser très largement les centrales à charbon qui étaient disponibles et qu'on laissait un peu de côté, mais elles ont vocation à être remplacées dans le temps. La solution disponible en particulier aux États-Unis, puisqu'ils sont autosuffisants en gaz avec une grande abondance de gaz pas cher, c'est donc les turbines à gaz. Mais finalement, elles trouvent leurs limites. Et 25%, dit-on, des besoins des data centers vont s'exprimer avec des solutions qui sont en dehors de la grille de transmission d'électricité. Et là, il s'agira souvent de solutions solaires plus batterie pour son stockage et donc pas liées au problème d'intermittence. On sait faire aujourd'hui sur le stockage? Absolument, et ça fonctionne extrêmement bien et surtout, c'est économiquement viable. Une solution grande échelle, solaire plus batterie, donc les 2 types d'équipements jumelés, permettent d'étendre la plage de fonctionnement évidemment de l'équipement solaire qui est censé être très intermittent et fonctionne entre 11h et 14h, et finalement aboutit à un coût de production de l'électron qui est infiniment inférieur, même aux États-Unis, à une solution purement gaz. Et ça, c'est absolument génial. C'est-à-dire que l'issue fatale de cette demande, l'expression de cette demande, du renforcement de toutes ces infrastructures, cette mobilisation en matière d'investissement, aboutira à accélérer finalement la transition énergétique qu'on appelait de nos voeux. Avec un prix d'électricité, je sais qu'aux États-Unis, on a eu les chiffres récemment, en hausse de 6%, 6-7% sur un an. Alors si on laissait les lois du marché opérer le plus simplement du monde, ce serait rapidement beaucoup plus que ça. Heureusement, l'État intervient
en indiquant qu'il n'est pas question que le citoyen paye pour les investissements ou la demande excédentaire qui est exprimée par ceux qui aujourd'hui sont en train de créer énormément de valeur avec cette rupture technologique et l'intelligence artificielle. Raison pour laquelle on leur demande d'apporter leur propre génération d'électricité et d'investir eux-mêmes pour se raccorder à la grille le cas échéant et donc de découpler finalement les systèmes de tarification. Une tarification qui sera propre aux hyperscalers, une tarification qui restera compatible avec l'évolution des prix de l'énergie pour les citoyens. Alexandre Cornu, quelles sont les sociétés, cotées ou pas d'ailleurs, qui vont en profiter de cette entrée dans une nouvelle ère de l'électrification? Alors pour moi qui suis investisseur, c'est super intéressant parce que ce n'est pas seulement une technologie isolée avec 3 acteurs, c'est une myriade, une quinzaine, une vingtaine et des technologies dans le monde entier, certaines comme je disais matures et compétitives, d'autres très innovantes, en très forte croissance, donc un éventail et une diversité qui, pour l'investisseur que je suis encore une fois, est très intéressante à adresser et permet de composer des portefeuilles équilibrés. Sans ça, pour répondre plus clairement à la question, eh bien, il y a des sociétés qui opèrent directement dans la génération. J'en ai mentionné 3 par exemple pour les turbines à gaz. GE Vernova, Siemens Energy, Mitsubishi Heavy. Dans la transmission d'électricité, on trouve les mêmes. Et on en a une qui s'appelle Hitachi, qui avait racheté les actifs d'Alstom il y a une dizaine d'années dans la transmission d'électricité. Ils fabriquent des transformateurs. Il y a des sociétés, j'en ai rencontré une par exemple hier qui s'appelle Andritz, qui fait ce qu'on appelle des supercondensateurs. Les supercondensateurs, ce sont des équipements qui vont pouvoir stocker de l'électricité pendant une toute petite durée de temps pour pallier à la volatilité parfois du chargement de la grille, qui est la raison pour laquelle il y a eu, vous savez, ce grand blackout en Espagne il y a quelques mois. Et donc, évidemment, ces équipements, on se dit qu'il faut renforcer la stabilité de la grille avec la volatilité de la consommation et de la génération, qui deviennent assez anarchiques et difficiles à piloter. Et donc, il y a une myriade de sociétés vraiment qui sont exposées. Et parfois encore des petites, mais qui connaissent un élan absolument extraordinaire. Les piles à combustible dont je parlais tout à l'heure, ce sont finalement des équipements qui ont été laissés un peu sur l'étagère, un peu à la poussière pendant une vingtaine d'années. Et là, d'un seul coup, on se dit qu'on va avoir besoin d'elles dans des proportions absolument dingues. Donc elles sont bien valorisées, Elles sont bien valorisées, effectivement. Il y a une société aux États-Unis qui s'appelle Bloom Energy, dont le cours de bourse a pris plus de 1500% depuis un an. Ah ouais. Et puis il y en a d'autres, encore une fois, qui sont à un stade de développement de leur technologie, pas nécessairement encore certifiés, dans les fameux SMR, les nouvelles tranches nucléaires de petite taille, 100, 200 mégawatts, et qui sont cotées en bourse et qui connaissent des soutiens financiers et des promesses de déploiement qui sont visibles, solides, et donc qui constituent des véhicules très intéressants. Et donc c'est une thématique d'investissement pour les épargnants? Dès lors qu'on est passé encore une fois de quelque chose qui était soutenu par une volonté politique, avec des coûts qui étaient élevés, une demande qui ne s'exprimait pas, à d'un seul coup une demande visible, solide, durable pendant au moins 20 ans, avec une réponse par une myriade de technologies, dont une majorité d'entre elles qui sont compétitives, on a un marché attractif. Donc, cette bascule, on la vit en ce moment, cette bascule. Absolument. Le solaire, comme je vous le disais, les batteries, leur prix a baissé de plus de 70%, c'est compétitif et c'est moins cher finalement qu'une solution fossile. Le véhicule électrique, la triple parité à laquelle je faisais référence. Donc toutes ces solutions, encore une fois, de la génération jusqu'à la mise en œuvre dans l'économie, sont compétitives et promis une croissance très élevée. Allez, merci beaucoup. Explication signée Alexandre Cornu, gérant action thématique chez CPRM. Merci à vous. Merci David. Et Megatrend revient dans quelques jours, ici chez vous, sur Boursorama.